Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me dis pas que c'est Alunaris. Ça peut être qu'Alunaris cette merde là. Putain, je prends mes clés. Putain, c'est ouvert. Mais putain, il est là ce con. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah t'arrives enfin. Mais t'as les clés de chez moi ou quoi? Mais j'ai tout. J'ai les clés, j'ai le double des clés, j'ai tout. Mais tu fais partie de la famille, comment ça se passe? C'est quoi la voiture rouge toute pourrie qui est là? C'est une Autozam AZ1, c'est une voiture de collection de prestige, monsieur. Mais j'ai failli marcher dessus. Ah bah, faut regarder où vous mettez les pieds, monsieur. Putain, prends un café, tranquille. Je me suis servi. Bah écoute, t'as pris ta douche, le chat m'a proposé, donc... Elle est où ma grisouille? Elle va peut-être nous faire chier tout à l'heure. Elle est partie. Attends, t'as entendu, c'est... Ah bah, faut... Ok. Bon, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, mais enfin, tu pourrais me prévenir. Bah, c'est toi qui m'as dit de passer quand même. Oui, mais je t'ai pas dit quand. C'est ton Alzheimer qui revient, quoi. Ton Autozheimer. Ton Autozheimer, voilà. Autozheimer. Ah là là, je te jure. Bon, on va en profiter pour faire un petit parole de motard. Bah, c'est pour ça que je suis venu. Ah, ok, mais je t'ai même pas au courant. Ah, fais si, j'étais au courant, j'ai préparé des questions. Bien sûr qu'il était au courant. Nom de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit truc un petit peu différent. En tout cas, sur ce parole de motard-là, on va se poser des questions mutuellement. Ça sera les mêmes, en fait. Hein. Et peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que c'est des questions que vous vous êtes posées, que vous avez posées à des amis motards. Enfin voilà, on va se les poser tranquillement. Et puis n'hésitez pas aussi, pourquoi pas d'y répondre aussi, vous, par rapport à votre vécu de motard. Ça peut toujours être intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te laisser commencer ton interrogatoire parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture de médecin. Ok, on y va. Et il a fait médecine. C'est pas vrai. 14 ans, parce qu'il a redoublé souvent. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je travaille dans le social et c'est pire que tout. Qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie, moi? Pourquoi le permis gros cube, mon ami Lunaris? Pourquoi le permis gros cube? Pour rouler en gros cube. Merci, bonne soirée, à demain. Voilà, c'était une question simple, réponse simple. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es resté 27 ans sur ta 125, que tu as décidé de passer au gros cube, sachant que c'est pas une fin en soi? Alors, moi, oui, j'ai passé le permis 125 déjà. Ouais. À 16 ans. Un peu plus de 16 ans, je sais plus exactement. Après, donc, lorsque j'ai eu déjà les 18 ans réglementaires pour passer le gros cube, je me suis dit, on va recommencer. J'ai donc tout simplement refait quasiment la même formation, parce qu'à l'époque, les permis, que ce soit 125 ou gros cube, étaient quasi identiques. C'était pas les mêmes formations que maintenant. Il n'y avait pas encore d'histoire de A2 ou de trucs comme ça. Mais bon, de toute façon, même à l'heure actuelle, hein, la formation, quand on fait vraiment le permis 125 ou le permis A2, c'est quasiment la même formation, c'est juste pas les mêmes motos. Donc vu que je savais comment ça allait se passer, que j'avais bien réussi la première fois, je me suis dit allez, on passe le gros cube, comme ça ce sera fait, et je pourrais peut-être avoir un petit peu mieux qu'une 125. Et justement, qu'est-ce qui fait que le 125 te suffit pas? C'est quoi? C'est ça, le manque de vitesse, le manque de puissance? Oui, puis en fait, comment dire, en 125, on a toujours cette cette espèce de clivage où, pour certains, on n'est pas un vrai motard, parce que pour beaucoup, les 125, c'est forcément parce que t'as le permis B, et que t'as... Comme moi, et donc, moi, j'étais jeune, j'étais fou, je voulais forcément... T'es fou un jour. On dirait pas comme ça. Je suis toujours fou ou toujours jeune, enfin, alors, il est je sais fou pas. dans ce qu'il achète, tu sais, toutes ces petites merdes qui servent à rien, là. Voiture de collection de prestige. De prestige. Il y en a 8, j'ai la 9e. Okay. Le Dax, Mais donc, je voulais, je voulais comme tous mes potes à l'époque, avoir plus gros. Et puis voilà. Est-ce que finalement, je vais te faire chier, mais dans ton usage au quotidien, ton permis gros cube, à part évidemment tester toutes ces motos-là, mais est-ce que ça te sert à quelque chose? À l'époque, oui, vu que j'avais déjà le permis voiture, ouais. Mais j'ai pas eu de voiture pendant des années. Je suis resté exclusivement motard pendant longtemps. Et c'est justement quand j'ai eu certains problèmes avec certaines motos, petit accident, problème mécanique, ce genre de trucs, que finalement mon entourage m'a dit ouais, ça serait peut-être bien qu'un jour tu te mettes sur une voiture. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première bagnole. Okay. Mais je suis toujours resté quand même avec
avec un 2 roues dans le garage. Je pense qu'il n'y a pas eu dans ma vie plus de 2 ou 3 ans où j'aurais pas eu une moto, quoi. Ok. Mais si tu ne pouvais rouler qu'en 125, ça irait maintenant en ce moment? Bah, moi, je roulais À part les tests. Actuellement, hein, sur mes motos perso, je roule essentiellement en 125. Bah donc, oui, c'est pour ça. Okay. Non, au final, oui, j'aurais pu très bien rester toute ma vie en 125, mais comment dire? Je pense que pour moi, c'est plus facile d'avoir le gros cube, d'avoir essayé un peu tout ce qui se fait et de revenir à la simplicité d'une 125 que d'avoir cette frustration de louper quelque chose. Je suis assez d'accord. Parce que quand on est vraiment bloqué en 125, il y a tout un monde de 2 roues qui nous est pas accessible. Je suis d'accord. Et ouais, je pense que si j'étais resté exclusivement sur le 125, j'aurais cette frustration, cette impression de manquer quelque chose. Ok. Ouais, puis toi, monsieur, c'est arrivé comment le permis déjà? C'est un accident. T'es arrivé, on t'a dit, monsieur, ça c'est votre permis. C'est ça. Il est tombé comme ça tout seul. Non, bah écoute, déjà moi je suis parisien banlieusard à l'origine. Ah bah je m'en vais. Voilà. Donc, une 125 suffisait largement. Ouais, c'est sûr que si t'étais dans Paris même, oui. Largement, et finalement, c'est quand je suis arrivé en Normandie, en an 2000, je crois, à peu près. Ouais, j'ai fait quelques allers-retours. Que quand tu commences à prendre des grandes routes, quand tu commences à prendre de l'autoroute, quand tu commences à prendre effectivement des routes où tu vois tout le monde qui te dépasse, que tu as effectivement un petit peu de mal des fois à dépasser des véhicules, bah, tu parlais de frustration. J'ai ressenti ce sentiment de frustration. Alors ouais, on a aussi plein de petites belles routes de campagne où d'avoir un gros cube, ça ne sert strictement à rien. Mais, et puis oui, le rêve de gamin de toutes ces bécanes, de tous ces motards qui ont des motos de... La fameuse moto de... la GP900Z, là, dans Top Gun. Dans Top Gun, voilà. Alors évidemment, je l'ai pas, puis j'en veux pas finalement, tu vois. Mais voilà, quand tu es gamin, tu te dis, voilà, j'aimerais bien plus tard avoir une grosse moto. C'est peut-être un peu phallique, je sais pas, mais enfin voilà. Il y avait aussi ça qui faisait que j'avais envie. Et puis je me suis décidé à le passer parce que ouais, j'avais envie de peut-être pas que la vitesse, mais aussi l'accélération. Alors c'est peut-être tout bête, hein, se sentir aussi plus en sécurité. Alors je sais pas si ça a énormément d'impact. Non, mais je pense que ça joue plus sur ton sentiment de sécurité que réellement sur la sécurité elle-même. C'est ça. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai déjà eu à utiliser ma 125 en hiver, de nuit, brouillard sur l'autoroute. Puis quelle 125 ? On en reparlera. notre vidéo. Mais à l'époque, le seul moyen pour moi dans cette situation de pas me sentir en danger et pour moi de ne pas être en danger tout court, c'était de me coller derrière un poids lourd et puis je le double pas, quoi. C'est je reste dans ces feux comme ça, je garde une distance de sécurité. Je sais que les autres vont anticiper ma présence, ne serait-ce qu'avec la présence du poids lourd. C'est des choses que, bien sûr, je n'aurais pas vécues si j'avais eu plus de puissance. Tout à fait. Là, bloqué à 80-90 sur l'autoroute, dès que ça monte un peu, forcément, bloqué, quoi. Et c'est là qu'effectivement, c'est sûrement quand on a une bonne côte qu'on se rend compte que la moto, là, elle a pu... non, c'est clair. Les 125, 130, là, ils sont plutôt atteignables, quoi. Ok, à toi. Et maintenant, deuxième question. Alors, si t'arrives à me lire. Que j'arrive parfaitement à lire. Moi aussi, j'ai dû faire médecine. Dans une autre vie. Quelle était ta première moto gros cube? Donc, quand tu as décidé de lâcher ton 125 de mer. Parce qu'on le sait tous, les 125, c'est pas des vrais motards. On est d'accord, on fait le genre depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on voulait être des vrais motards. Voilà. Des gros... Bon, bref. C'est un 600 Hornet. Un 600 Hornet de quelle année? 98, c'est possible, ça? Les premiers, oui, je crois. Ouais, à carbu, évidemment. Avec une roue de 16 pouces à l'avant? Je sais pas, peut-être, je sais plus du tout. On était, à l'époque, le permis à direct. Oui. Donc, un peu n'importe quoi, peut-être, je sais pas ce qu'on peut en penser. Toi, tu as pu passer le permis à direct parce que tu avais plus de 21 ans. C'est ça. Quand tu as passé le permis. C'est ça. Et mon permis... Ce qui, personnellement, n'était pas mon cas. C'est ça. Parce que je suis légèrement plus vieux que lui, ça se voit rien qu'à la couleur de la barbe. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Ma façon de parler, peut-être. De vieux con. La sagesse. La sagesse, tu parles. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à cette moto-là? Ouais, Hornet, une moto qui avait déjà une belle
une belle renommée, un peu comme la Bandit. Ça faisait classe. Une bonne patate, parce Une qu'un bonne petit patate, 100 chevaux. 100 chevaux. 100 chevaux. Elle était noire. Elle n'était pas grise, parce que je sais que tu n'aimes pas le gris. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette bécane-là. Je l'avais eu pas cher du tout, pas trop de kilomètres. Je trouve que c'est effectivement un peu violent pour une première moto. Ouais, c'est pas ce que je conseillerais en toute première moto après le 125. Et mon permis 125, je l'avais eu sans l'avoir, puisque c'était à l'époque où quand tu avais le permis B, je me rappelle plus trop la loi, ce que c'était. D'accord, t'as pas passé de formation? Rien. Ce qui est dramatique, parce que c'est hyper dangereux. Bon, bref. Oui, à l'époque, tu avais une réciprocité. Au bout de je sais plus combien de temps, ça te donnait automatiquement le permis, mais moto. Je ne sais plus. Alors, c'est pas pour autant que tu sais conduire. Non, moto, bien sûr. Bien au contraire. Donc voilà, c'était un Hornet que j'ai gardé pas longtemps. J'ai failli faire semblant de dire que j'avais gardé longtemps. Non, je n'ai jamais gardé longtemps. Toi non plus. si, ça m'est déjà arrivé de garder des trucs longtemps. Longtemps, c'est plus de 2 ans. Ok. Tu as gardé une moto plus de 2 ans? Oui. Je sais pas, moi. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, voilà, c'était cette première moto-là et j'ai bien aimé. Et tu connais mon goût pour les motos un petit peu au look vintage avec un phare rond. Quand je vois les Hornets de maintenant, j'y arrive pas, c'est comme ça. Tout ce qui est insectoïde et roboïde, là, je sais pas si on peut le dire comme ça. C'est pas mon délire. Voilà, Hornet. Toi, c'était quoi? Hornet 600. Alors moi, c'est une moto que, à mon avis, personne n'a connu. De toute façon, tout ce qu'il a, personne ne le connaît. Tout ce qu'il veut, personne ne le connaît. Tout ce qu'il vend, personne ne le connaît. Tout ce qu'il est, personne ne le connaît. Bon, voilà, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Moi, c'était un peu un concours de circonstances, parce qu'à l'époque... Sa vie est un concours de circonstances. Pardon. Ça c'est une histoire. À un moment, il y a un spermatozoïde et un ovule, ça se rencontre, c'est un concours de circonstances, et puis voilà. Et ça donne ce truc. Ça donne un Patrick. Et un autre. Et un autre Patrick. Donc, mon premier gros cube. À l'époque, donc, j'avais déjà le permis gros cube, mais je continuais de rouler en 125 parce que j'avais pas les moyens d'assurer un gros cube en tant que jeune permis. Déjà à l'époque, c'était hors de prix. Genre 1000 balles l'année, quoi. Ouais, voilà, dans les 1000 € l'année. Sachant qu'à l'époque, 1000 balles, c'était beaucoup. Hein. Voilà. Moi, à l'époque, je n'avais pas de revenus, donc c'était pas possible. Donc j'ai gardé ma CBR 125 pendant quelques temps. Avec son petit look sportif. Et un jour, alors que j'étais en train de faire la révision justement de mon CBR 125, la meilleure moto que l'humanité n'ait jamais créée, je vois dans la concession une Husqvarna 610 SMS. Ça y est, le super motard de blaireau. Par excellence. Et franchement, je connaissais à peine la marque, je connaissais rien du tout. C'était des tronçonneuses avant. Ah oui, ils font des tronçonneuses, ils en font toujours aussi. Je sais. Et donc, je vois ce véhicule et je demande quelques infos au patron qui était là. Tu kiffes en fait quand tu la vois. Et moi, je me dis que c'est pas mal. Surtout, le tarif me semblait intéressant. Je sais plus combien j'avais payé ça à l'époque. 3-4 000 balles. Mais la moto, esthétiquement, t'as un coup de cœur, elle te plaît? Elle est sympa, mais j'ai pas non plus un coup de cœur parce qu'elle est pas assez sport. Ok. Comment dire, elle a un look, cette génération-là, elle avait un look un peu plus sage que ceux qu'ils ont sortis les années après, quoi. Je mettrai quelques photos pour illustrer, bien sûr. Okay. Donc, un peu plus agressif maintenant. Ouais. Style, ouais. Et à l'époque, donc, je me renseigne un peu. Je lui demande est-ce que c'est bridable en 34 chevaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le A2, mais lorsqu'on avait passé le permis à moins de 21 ans, on avait 2 ans de probatoire limité à 34 chevaux. Il me dit que oui, bridable à 34 chevaux, pas de problème. Donc, je commence à me renseigner pour le prix d'une assurance un peu sans y croire. Et là, je m'aperçois que le prix de l'assurance de cette moto est au même tarif que pour ma 125. D'accord. Alors que si j'avais voulu à la même époque assurer un Hornet ou un Bandit ou n'importe quelle machine un peu populaire, là, on me demandait quasiment 10 fois plus cher. Putain. Ok. Donc là, je rappelle plusieurs fois en me faisant passer pour d'autres gens pour être sûr que leur tarif, c'est pas une erreur. Bonjour, je m'appelle Raymond, je veux savoir si... Non, mais parce que j'avais vraiment peur au début qu'en fait ce soit une erreur dans leur façon de calculer et que finalement ils me disent non, c'est 10 fois plus cher. Oui, c'est ça qui se fait baiser au dernier moment. Ouais. Et non, il n'y avait pas d'erreur. Donc, pas d'erreur. Donc j'ai fait reprendre mon CBR à la concession et j'ai acheté cette Husqvarna 610 SMS. Donc un petit super motard, monocylindre bien sûr. Ça développait 34 chevaux bridés et un peu moins de 50 débridés, je crois. Ok.
mais c'était très léger. Pas un peu haut, par contre. Non, parce que justement, sur cette génération un peu à l'ancienne, la selle est très creusée. Très creusé, ok. Et finalement, c'est aussi ça qui a fait que ça m'a intéressé. Ok. Et après, je l'ai débridé au bout de 1 an et demi, 2 ans. Et je l'ai gardé en tout 3 ou 4 ans, je crois. Ouais. Mais je l'ai gardé longtemps, alors que j'avais déjà acheté Après, j'avais acheté un Hypermotard 1100, histoire de passer sur Supermotard, mais encore plus violent. Et j'avais... Donc, tu as eu ta phase Supermotard, Hypermotard, quoi. Oui. Ouais. Oui, des Supermotards. Que tu as encore, du coup, puisque... Mais des Supermotards, finalement, c'est peut-être la catégorie que j'ai le plus eu. J'en ai peut-être 5. Ok. Enfin, voilà, ma première moto. Et à l'époque, vu que c'était un monocylindre pas très puissant, dès qu'il y avait une ligne droite, je me faisais déposer par absolument tous mes potes. Alors, 34 chevaux, c'est pas terrible. Hein. Et à l'inverse, dès qu'il y avait beaucoup de virages ou carrément des routes défoncées, là, c'est eux qui me voyaient plus. C'est toi qui prenais le dessus. Voilà. Ok. Est-ce que, en lien avec cette question-là, on se rappelle normalement toujours de notre première moto gros cul. Est-ce qu'il y a des motos que des fois tu as oublié et il y a une image, une photo, une vidéo te fait rappeler que tu l'as eu cette moto? Ça t'arrive quoi ça? Alors non, des motos que j'aurais possédées, que j'aurais oubliées, non. Non, ok. Des motos que j'ai testées et que j'ai oublié de l'avoir testées, ça oui. Il y en a même plein. Et ça t'est arrivé de refaire un test en te disant merde Non, pas à ce point-là, mais ça m'arrive fréquemment lorsqu'on me propose quelque chose d'aller vérifier si je l'ai pas déjà testé ou voir si j'ai pas testé un truc qui est tellement proche que ça n'aurait pas d'intérêt. Genre une 2006 à une 2007, c'est le même modèle, rien n'a changé, aucun intérêt. C'est ça. Ok, ça marche. Alors, question suivante. Je recommence. Je vous explique un truc. Je lui ai appris à lire il n'y a pas longtemps. C'est un manouche, faut le savoir. Regardez la tête qu'il a. Donc c'est un peu compliqué. Bon. Vas-y. Alors la moto. La moto. Que tu as préférée dans celle que tu as possédée. Voilà. Celle qui, pour toi, tu regrettes d'avoir vendu. C'est une moto que tu as testée. Enfin, de toute façon, en même temps, il a quasiment testé toutes les motos en gros cube. Non, pas toutes. Non, pas toutes. J'ai dû en tester 2%. Mais depuis qu'on se connaît, je pense que tu les as quasiment... Non, pas toutes. C'est la CB 1300. Ok, oui, donc celle que tu m'avais prêtée, la blanche et rouge, avec les jantes dorées. La peinture était magnifique. J'ai adoré cette moto-là, je l'ai vendue à un bon prix. Mais ouais, il y a plein de fois où je revois la vidéo, où je revois des photos et je la regrette. Je la regrette terriblement. Et pour retrouver ce modèle-là, parce que ce modèle-là était assez rare, c'était un modèle japonais. Alors évidemment, vous allez tous me dire, elles sont japonaises, mais elle avait été, importée du Japon. Ok. Ouais, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup celle-là. Ouais. Mais même toi, tu avais fait un comparatif avec la JR 1300, tu l'avais mis au top sur tous les niveaux. Ouais, mais qu'est-ce qui justement sur celle-ci te semble vraiment mieux que sur les autres que tu as pu avoir avant ou après, quoi? Déjà le look, ce coloris il est incroyable, les jantes incroyables, c'est con mais les jantes dorées, moi je... Mais je suis comme toi, moi les jantes dorées, ça devrait être obligatoire. Putain, pas option, doré. Non, le confort, l'accélération, l'injection qui était quand même hyper facilitante par rapport à l'IR 1300 que j'ai à carbu là. J'aime bien le carbu, mais ouais, ça a quand même un petit peu des petits défauts. Le confort, les amortos étaient... Franchement, c'était le freinage, tout était qualitatif. Mais je me rappelle, toi, tu avais dit que tu étais vraiment ravi d'essayer de cette moto. Ouais, j'avais été très surpris, surtout que c'est une moto qui... sinon, je vous envoie vers mon test. Hein. Ouais. Mais c'est une moto qui est quand même assez imposante quand on la regarde. Et finalement, quand on est dessus, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Et c'était rassurant, c'était efficace. On avait énormément de rangement en dessous de la selle. Oh là, je me rappelle, énorme. On pourrait mettre presque un pack d'eau. Moi, je dirais que la seule machine que je trouve équivalente, peut-être même mieux, la ZRX 1200. La ZRX 1200, je l'ai eu aussi, c'est une très bonne bécane. La ZRX 1200, en finition S, je la trouve beaucoup moins belle que la Honda. Un peu plus agressive. Mais elle a plus de patates et elle a encore plus de rangement. Ouais. D'accord, ok. Mais j'ai eu la ZRX 1200. Après, par contre, sinon, en termes d'esthétique, je suis d'accord avec toi. Je préfère largement la CB. Elle était magnifique. Magnifique. Ok. Et toi, quelle est la moto que tu aurais regretté? Une machine que je regrette la seule, en fait, que je peux vraiment regretter, parce que je sais que je la reverrai jamais et que j'en verrai jamais une autre équivalente, c'est mon Harley Sportster 1000. En fonte. 1000 fontes, elle était de 85. On peut voir aussi sur une de tes vidéos. Hein. Que j'ai présentée. C'était en 1965. Hein. C'est ça, oui. C'est ça. Sous le président de Funès.
De Funès. De Funès, voilà. Non, c'est la seule que je regrette, comment dire, parce que elle était intégralement modifiée, cette moto. Et de mémoire, les seules pièces qui restaient d'origine, c'était le cadre, le moteur, les jantes, et je crois que c'est tout. D'accord. Quasiment toute la moto avait été transformée, modifiée, parfois même avec des pièces qui venaient même pas de chez Harley, mais tout avait été tellement bien fait elle était belle, hein. Que les gens, même quand j'allais dans des concentrations Harley avec, ils me disaient tous qu'elle était magnifique et qu'elles auraient très bien pu sortir comme ça d'une concesse à l'époque. Et je l'ai revendue. C'est une des motos que j'ai gardée le plus longtemps. J'ai dû la garder 3 ans, celle-là. Quand même garder des motos un paquet de temps. Celle-ci, je l'ai gardée assez longtemps parce que je l'adorais. Elle était vraiment magnifique. C'était une Harley, mais elle était quand même relativement légère. Elle était petite. C'est ça. Et elle était même plus petite qu'un 883, parce que le 883, c'est le même moteur qu'un 1200. Un 1200 Sportster. Alors que là, c'était un 1000. Et le 1000, il n'a pas la même taille que les moteurs plus gros. C'est notre configuration. Oui. Donc, c'était une machine qui était vraiment très, très, très sympa. Et je l'ai revendue à quelqu'un qui m'a dit tout de suite que lui voulait la transformer en cadre rigide, enfin, faire également d'énormes transformations dessus. Et j'avais vu des photos d'ailleurs, je sais plus comment, mais quelqu'un avait retrouvé cette machine, m'avait envoyé 2-3 photos, et elle était totalement méconnaissable. Métamorphosée. Voilà, métamorphosée. Et en plus, le travail était en cours, donc je sais pas ce que ça a donné à la fin. T'as pas pu la voir à la fin? Non, je l'ai jamais vu comment... Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais ouais, s'il y a une machine que je regrette un peu, c'est celle-là, parce que je sais que même si je voulais en avoir une comme ça, bah c'est juste pas possible. Ouais. Parce que j'ai déjà été voir, pour me racheter un 1000 fontes à peu près de la même époque. C'est pas du tout une moto d'origine, c'est pas du tout la même chose que la mienne était modèle unique. Pourquoi tu la vends à ce moment-là? Alors à l'époque, je l'ai vendue parce que j'avais envie de changer. C'était une des motos que j'ai gardées le plus longtemps, et c'était en plus à l'époque où j'aimais bien changer très souvent. Donc et j'ai eu, je l'ai revendue à bon prix, parce que à l'époque les Harley de collection ont commencé à prendre une sacrée cote. Donc moi, je l'ai gardée 3 ans et j'ai dû la vendre un peu plus de 1000 € de plus que le prix que je l'ai acheté. Alors que tu l'avais mis un peu de kilomètres dans la tronche quand même, à 3 ans. J'avais fait 7000 km, je crois, 7 ou 8000. Okay. Et puis voilà. Okay. Puis après, je suis passé sur autre chose, tout simplement. Ça marche. Maintenant, la question suivante. Celle-ci. Quelle est la moto de tes rêves? Quelle est la moto qui te fait fantasmer? Celle que tu aimerais avoir? Alors, il y a 2 façons d'approcher cette question. Il y a l'avoir et l'apostrophe AVOIR et l'avoir et l'AVOIR. C'est-à-dire l'avoir pour l'avoir. Oui. Oh là, on dirait du... comment il s'appelle l'autre là, Raymond DeVos. Je sais très bien que j'en ferai quasiment pas. Je sais très bien qu'elle va me casser le dos en 3 secondes. Mais c'est la fameuse Stinger de H1 de 89. La rouge, blanche et verte. Parce qu'ils l'ont fait aussi en bleu, verte et blanche. Oui. Que j'aime bien aussi. Mais alors, les couleurs italiennes, quelque part. Ouais. Cette moto avec les 2 entrées d'air, là, tu sais, de refroidisseur, là, d'air, je la trouve magnifique. Ouais, les admissions d'air directement sur le réservoir. Je la trouve mais magnifique, cette moto-là, avec les 2 farons. Enfin, il y a encore pas longtemps, c'était pas trop cher. Là, ça commence un peu à monter encore. Maintenant, c'est hors de prix. Voilà. Ce serait complètement ridicule de l'avoir. Mais je la kiffe. C'est purement esthétique, quoi. T'as flashé dessus, quoi. Je veux bien rouler avec 30 minutes et après je vais me faire opérer pour 25 fractures des vertèbres et tout ce qu'on veut. Mais non, cette moto-là, je la trouve absolument magnifique, quoi. Alors je sais que c'est pas un foudre de guerre. Je sais pas comment ça faisait de chevaux, 107, 150, 130 chevaux peut-être à l'époque. C'était quoi? C'était un 750? Ouais, mais on est dans les années 80, fin 89, fin 80. Un peu plus de 100 chevaux, je crois. Ouais, tu vois, c'est pas un foudre de guerre, mais... Je kiffe cette bécane. Chaque fois que j'en vois une, j'ai... Et pourquoi plus ça qu'un GSX-R de la même époque ou qu'une Honda? Je pense que c'est les couleurs. Je pense que c'est le carénage. Je pense que c'est effectivement les admissions d'air. Le mot Stinger, c'est un tout. C'est complètement... ça s'explique pas. C'est pas rationnel. Ouais. C'est pas rationnel. Voilà, cette moto n'est pas rationnelle pour moi. Mais si on parle de rêve, si on parle de n'importe quoi, ouais, ça serait celle-là. Alors qu'il y a tellement mieux, tellement plus cher, tellement... Je crois pas que c'est une question de prix. Parce que pour le coup, là, c'est un rêve pour toi, parce que tu sais très bien que tu pourras que très difficilement l'utiliser. Mais je dirais qu'en termes financiers, c'est un rêve qui reste relativement accessible. Bien sûr. C'est pas une moto qui coûte une fortune, même si le prix a déjà bien augmenté. Tout à fait. Par rapport à ce que ça valait il y a quelques années. Tout à fait. Donc, tu pourras mettre une image, évidemment. Mais bien sûr, j'en mettrai même plusieurs. Il est très fort, ce monsieur. Et toi? Alors moi, c'est difficile parce qu'en fait, il y a
tellement de C'est machines. la moto compo. Je l'ai déjà. Mon rêve est réalisé. Fin. 2 chevaux, 2 Nm. 2 Nm. Voilà. Voilà. Ça fait rire. Allez, on change. Non, Alors, toi. il y a énormément de motos qui me font rêver, mais un peu comme toi, je dirais qu'il y a plusieurs catégories. Il y a tout d'abord les motos qui me font rêver, mais qui sont à peu près accessibles financièrement, et donc si je voulais, je pourrais éventuellement, en me sacrifiant, posséder. En vendant toutes tes bagnoles et tout ton bordel. Voilà, en sacrifiant une partie de ma collecte. Et il y a des machines qui sont totalement Déraisonnable. inaccessibles parce que les tarifs sont... soit que les motos, en fait, il y en a tellement peu que c'est introuvable, soit que les tarifs sont totalement dingues. Sur une machine qui est presque accessible, Abordable, ouais. et que je rêverais de pouvoir essayer d'ailleurs avant Oui, essaye-la avant. Parce que... avant de lâcher une fortune, Essaye-la avant. c'est la Ducati Desmo Sedici RR. J'ai rien compris. À tes souhaits. C'est... Alors là, par contre, tu mets une photo parce que. Ah bah, c'est clair et net je que- vais en mettre une parce qu'en plus, elle est sublime. C'était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je me souviens plus. Ducati a sorti pour la première fois de son histoire une réplique de leur moto GP. D'accord. C'était la fameuse Desmo Sedici, parce que la moto GP s'appelait Desmo Sedici. Et donc cette Desmo Sedici homologuée, la RR, était la première Ducati avec un V4. Ok. Première. Première Ducati avec un V4. Je crois que c'était aussi la première Ducati à faire plus de 200 bourrins. Et à l'époque, ça avait fait un tollé parce qu'elle coûtait 67 000 euros. À je crois. l'époque déjà. À l'époque, donc il y a une vingtaine d'années. Elle coûtait 67 ferait 000 euros. l'équivalent de 80 000, 90 000 peut-être. Bon, actuellement, je dirais que ouais, ça serait un peu comme la Superleggera qui coûte une centaine de milliers d'euros. Mais ce qui est le plus hallucinant, c'est que finalement, ceux qui ont acheté ça à l'époque ont fait une énorme affaire. Hein, parce que maintenant, ça vaut bien plus que le prix que ça valait neuf. Je crois qu'il y en a eu que 2000 de produites. Enfin, je me trompe peut-être, là, j'ai pas les... Je dis ça de mémoire, faudra vérifier le nombre. Mais donc, c'est une moto que je trouve magnifique parce qu'elle est tout en rondeur. Elle reprend vraiment les codes esthétiques de la MotoGP de l'époque. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que les MotoGP, esthétiquement, ont totalement été métamorphosées en une vingtaine d'années. Enfin, voilà. Ok, oui. Et à petite particularité, l'échappement est dans la selle passager. Dans ou sous? Dans. Ah, ok. Il n'y a pas de selle passager, en fait. Trouve une photo là, pareil. Ah bah, j'essaierai même de vous faire écouter le son. Moi, je l'ai entendu en vrai dans la concession du Cap, parce qu'ils en avaient une à l'époque. Un bruit du tonnerre, c'est une folie. Enfin voilà, la machine à peu près abordable que j'aimerais avoir si possible. Et sinon, dans les rêves, il y a la Honda NR, qui maintenant est de toute façon totalement intouchable. T'en as combien? La NR, je sais plus combien il y en a eu de produites. Je rappelle que c'est la seule moto avec des pistons ovales. C'est pas un problème, c'est conçu comme ça de base. Et sinon, une autre moto que j'ai vue une fois à EICMA et que j'ai trouvé totalement dingue, c'était une Confederate. Une moto américaine faite intégralement en aluminium, avec un réservoir d'essence transparent, réservoir d'huile transparent. Il y avait des freins Béringer dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu la moto, elle était sur le stand Béringer. Enfin, une moto qui, je crois, tarif neuf, c'était 200 ou 300 000 euros. Enfin, Ouais, ça devient... un délire total. Le prix d'une baraque, quoi. Un délire total. Mais ça serait vraiment un rêve, ça? Non. Le problème, c'est que de toute façon, je sais que jamais j'aurai l'argent, et même si j'avais l'argent, où est-ce que je trouve cette moto? Est-ce qu'il y en a eu ne serait-ce qu'une seule vendue en France? Je pense pas. Hein. Mais la rareté, ouais. Ok. C'est des machines qui étaient vraiment faites sur mesure. Je pense pas que ce soit touchable. Moi, je suis un petit joueur avec mes Stinger de merde. Bon. Putain, on n'est pas dans la même cour. Hein. Bref, allez à moi. Ou à toi, je sais plus. On s'en fout. L'idée d'un road trip qui te ferait bien kiffer. Tu vas aller où? Quand? Avec qui? Pourquoi? Bah finalement, je sais pas si je peux en parler, quoi, mais j'en avais déjà. Je sais pas si je peux en parler. J'en avais déjà touché deux mots dans certains lives il y a longtemps, parce que je fais plus beaucoup de lives. Mais Vous savez, les lives qui duraient 4 heures, là, on se fait chier, là. d'ailleurs, tiens, ça peut être une proposition également pour toi. Oui. Parce que moi, mon entre guillemets rêve, c'est pas spécialement un rêve, faut juste que C'est toi, pas toi. faut que je le fasse. Non, c'est Toi de speed. moi en fait, j'aurais bien fait un road trip en 125. Ah ouais. Le Pour tour. les cool. Alors, j'avais deux variantes. C'était soit
partir. T'as pas en 103 SP aussi? Alors, non, j'ai une moto compo pour ça. Des compos. Donc, c'était le road trip partant du Tréport. Ok. Très beau le Tréport. Magnifique. Jusqu'au Mont-Saint-Michel. Un petit road trip. En faisant toute la côte Ah ouais, sympa. normande. Toute la côte normande. Haute-Normandie, Basse-Normandie. Mais on peut faire ça que du 13 au 14 août, parce que tous les autres jours, il pleut. Et encore, le 14, c'est pas réputé pour être terrible. Puis d'après les stats. Mais donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Bah écoute. Et, alors, quel 125, on fait comment dans et le truc, c'est que... Tu passes ton Dax et tu prends la Monkey ou vice-versa? Mais bien sûr. Ça Et va le être sympa, ça. truc, c'est qu'en plus, il y a mon frangin, Ah oui. qui est maintenant youtubeur, qui lui aussi a une 125 du même genre. Donc on pourrait très bien être à 325 et à se faire toute la côte. Et si on a le temps ou l'envie, on peut même éventuellement essayer de faire l'intégralité du tour de la Normandie. Une fois qu'on a fini la côte. Bien sûr. Très bonne idée. Voilà. Mais c'est un rêve absolu, ça? Ça serait pas l'Inde, par exemple? L'Inde, non. J'ai un peu de mal avec l'étranger, en fait. J'ai toujours l'impression que... Attends, on va recontextualiser. J'ai un peu de mal avec l'étranger. On va recommencer. J'ai un peu de mal à me projeter Voilà. dans un voyage à l'étranger. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Ok, je comprends. Non, j'ai toujours l'impression, en fait, de déjà très peu connaître Je suis tellement mon d'accord avec propre toi. pays. Je suis tellement d'accord. Parce que Notre propre région, je dirais même. Oui, parce que là, je suis en train de... Quand je te dis, donc, juste déjà faire le tour de la Normandie, je suis sûr qu'il y a déjà au moins la moitié de la Normandie où j'ai jamais foutu les pieds. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends. Donc, une fois que j'aurai visité tout ce qui me semble intéressant en France, éventuellement, je penserai aller ailleurs. Ok. Voilà. Et toi? Alors moi, dans mes rêves, j'ai eu pendant un moment, c'est pas très original. L'Inde. J'en parle après de l'Inde. La fameuse route mythique, entre guillemets, 66. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de retours. Comme quoi, oui, tout ce qui est autour, c'est sympa, mais la route en elle-même, bah, tu te fais chier, parce que c'est quasiment Ah bah c'est de la ligne droite. beaucoup de lignes droites. Alors après, voilà, il faut s'arrêter, il faut bifurquer, il faut faire des choses comme ça. Le monde Harley, pendant un moment, j'étais assez attiré. Je suis un petit peu déçu de ce monde-là. Je trouve, attention, hein, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais je trouve ça un peu communautaire, voire communautariste. Ah bah c'est presque sectaire. Voire plus, voilà. Surtout aux États-Unis. Oui, mais même en France, hein, j'ai eu cette phase où j'étais un peu attiré par ce monde-là et non, ça m'est complètement passé. Donc la route 66, non, c'est pas une fin en soi. Et j'ai vu un jour un reportage sur 4 gonzesses, t'as dû le voir ce reportage-là, 4 gonzesses parisiennes qui avaient fait des routes en Inde, qui étaient parties avec des motos un petit peu vintage. C'était sur l'Himalaya, non? Ouais, c'était par là. Et j'avais trouvé ce truc, waouh, ouais. Avec des vues. Je sais qu'il existe des sociétés qui, oui, c'est société française qui organisent des voyages. Elles avaient des Royal Enfield, ça voilà. y est. Elles avaient loué des Royal Enfield. Et ils organisent des voyages en Royal Enfield le long de l'Himalaya, justement. Et j'ai vu des images. Putain, un truc de ouf. Et puis, tu passes dans des endroits, là, t'as 30 cm de passage, t'as 3000 mètres de... Enfin, c'est... tu vois, à passer des petites rivières, ça, enfin, j'avais trouvé ça. En plus, il y avait une super musique. Bon, ça faisait un petit peu esprit bobo, tout ce qu'on veut, tu vois. Bon, bref. Mais j'avais bien kiffé. Et ouais, l'Inde, ça pourrait être un truc. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que la France, bah, je la connais pas tant que ça, quoi. Je suis normand depuis à peu près une vingtaine d'années et j'ai pas fait grand-chose. Donc ouais, ça pourrait être une très bonne idée. Ça pourrait être une très bonne idée. Alors, maintenant, la question suivante, c'est... Ah oui, là, on arrive dans les questions qui fâchent. As-tu eu des accidents en moto? Oui. J'en ai eu 2, rien de trop grave. Alors le premier accident est un peu risible. Je suis sur une 125, sur ma 125 CM Custom, rouge, avec le petit Honda doré, là, qui était increvable, super bécane, avec une selle, mais c'est pas une selle, c'était un canapé. Je sais pas si tu vois, là, hyper... Oui, j'ai testé une CM sur ma chaîne, vous pouvez aller voir ça aussi. Elle est moche, la selle, là, tu sais, t'as l'espèce de point au milieu, là, tu sais. Bon, par contre, confort de fou. Beaucoup de transporteurs, pas de transporteurs, de livreurs, ou avec des SR Yamaha, avaient ce genre de modèle-là, tu vois. Et donc, je monte une départementale, il pleut, je monte, et puis j'arrive un petit peu vite sur une CM. Je suis à 85-90, et j'arrive en haut, et malheureusement, il y avait ça d'épaisseur de boue
parce que je pense, c'est même certain, qu'un tracteur avait ramené ça du champ, et j'essaye de contrôler, la roue avant se casse, je me ramasse la gueule, et j'ai peut-être glissé sur, je sais pas, 50-60 mètres, et j'ai pété plein de trucs sur la moto, là, les leviers, tout ça, et je me retrouve... heureusement, mon corps, ma jambe, ma cheville, ça a glissé sur la boue, mais j'avais quand même, j'étais bien râpé, et je m'étais fait une entorse de la cheville. Donc ça, c'est l'accident, pas trop grave. Et la moto flinguée? Non, tout était changeable. Tout était, voilà, c'était rétroviseur, comment dire, la poignée d'accélérateur, la poignée de frein arrière, voilà. Rien de... Elle a glissé elle aussi, tu vois. Donc je suis pas... Par contre, effectivement, tu te rends compte que tu penses que tu peux maîtriser, puis dès que la roue avant elle part, la roue avant, tu peux plus rien faire du tout. C'est fini. Et le deuxième, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais la CB 1300 qui était partie en réparation. Ça avait duré assez longtemps d'ailleurs parce qu'il y avait certaines pièces qui ne l'avaient pas. Ouais. En particulier le carénage arrière, la coque arrière qui était complètement éclatée. Je suis sur un rond-point, je prends ma file de droite parce que je veux faire plus que la moitié du tour. Et il y a un camion qui arrive, il cède le passage, il n'en a rien à branler, il passe, je ne sais pas s'il me voit ou pas. Et il vient me prendre avec la roue sur... comment dire, sur le trottoir? Non, sur ma jambe gauche et il me fait tomber, donc je me casse la gueule. La moto s'éclate et je me retrouve donc la moto à gauche, mon corps à droite et j'ai mes jambes donc sur le rond-point et la remorque arrive sur mes jambes. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, tu percutes, une réaction de survie, j'enlève mes jambes peut-être 1 mètre avant que les roues arrière arrivent sur ma jambe. Et le mec il se casse. Je saurais jamais, parce que moi j'étais dans un état, j'étais pas bien, tu vois, je me dis déjà j'ai réussi à sauver mes pattes, je vais voir la moto, tout ça, quelqu'un s'arrête, m'aide à la remonter, et le mec il est parti, tu vois. Je sais même pas s'il m'a vu, rien du tout. Mais là j'ai vu mes jambes se faire écrabouiller, donc rien du tout, mais ça aurait pu être ultra grave. Ouais, ça ultra grave, quoi. Et c'est pas impossible que le mec t'ait même pas vu. Hein. C'est ce que je pense. Parce que les angles morts sur un camion, ils sont énormes. C'est ce que je pense. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la voir sur ma chaîne, où j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc ouais, c'était waouh. Et j'ai eu un autre truc, alors c'est pas un accident, mais quand même, sur Caen, on a ce qu'on appelle le viaduc de Cadix, donc c'est un pont qui passe l'Orne, qui est quand même assez costaud, et comme c'est un pont qui est, je crois, 40 mètres de haut, on n'a pas de bande d'arrêt d'urgence. C'est un trottoir épais comme ça. Pourquoi? Parce que si une voiture ou un camion perd le contrôle, il pourrait tomber dans l'Orne, quoi. Et j'ai mon câble sur mon VMAX d'accélérateur qui pète. Plus rien. Il pète. J'ai plus d'accélérateur. Et du coup, ma moto, je suis même pas arrivé en haut de la côte. Et il y a un poids lourd, j'en ai que des histoires de poids lourds, moi, qui arrive et qui pile, et qui s'arrête 50 cm avant moi. Donc j'aurais pu me faire éclater par le camion. Mais je pense qu'on est tous à avoir eu des situations où on a failli se faire blesser grave ou mourir. Et on s'en sort à chaque fois, on ne sait pas comment. Je pense que dans une vie, plein de fois. Vas-y, à toi. Ah bah, moi, des accidents, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Il y en a un sur ta chaîne aussi. Voilà, je touche du bois, on va dire. La superstition. Oui, le dernier accident que j'ai eu, c'est visible sur ma chaîne. C'est vrai que je l'avais déjà oublié celui-là, tellement il m'a pas finalement marqué. Et surtout à quel point j'étais... Enfin, j'y pouvais rien. T'étais passif. J'étais passif, quoi. Une voiture qui m'a percuté par l'arrière, c'était le passage. Enfin. Avec une BM, hein. Tu testais une BM dans mes souvenirs. C'était une R1100R. Mais bon, ça, si vous pouvez voir ça sur ma chaîne, vous l'avez même peut-être fait un petit, déjà vu. Un petit vol planète. Je me suis retrouvé le cul par terre, hein, c'est tout. C'est ça. Mais bon, non, moi, des accidents que j'ai eus... Alors, si je suis encore là, bien sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu rien de très grave. Vous imaginez que la science a réussi à cloner ce truc-là. Mais quel est l'intérêt, quoi? Des vidéos de qualité, tous les 2-3 jours. C'est vrai. Voilà. Ça peut servir. Donc, non, moi, le premier vrai accident que j'ai eu, et peut-être le seul vrai accident, je pars du principe que quand ça finit à l'hôpital, c'est que c'est un vrai accident, quoi. J'avais à l'époque ma 125, donc c'était une Kymco Zing, une machine coréenne avec un look un peu custom. Un peu comme tes premières 125. Sauf que là, c'est une moto qui est un peu plus longue, un peu plus ostentatoire, dirons-nous. Ostentatoire. Mais pour le coup, ça n'avançait pas du tout. Plus valorisante, c'est ça? Plus grosse. Elle faisait plus grosse. Mais donc, j'avais souvent l'habitude de prendre cette moto pour aller au lycée. Donc,
un Il a matin. été jusqu'au lycée. Bah, ce jour-là, non, je suis pas allé jusqu'au lycée. Non. Ce jour-là, je pars, et quoi, 4-5 km de chez moi, j'arrive sur un rond-point, une route que je connais par cœur, hein. Justement, c'est souvent là. Et là, ce que je vous raconte, c'est les souvenirs que j'en ai, hein, parce que vous allez comprendre que je ne me souviens pas de tout. J'arrive sur le rond-point, je commence à freiner, et là, la seule chose dont je me souviens, c'est de me dire, là, ça passera pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois que ça freine pas, en fait. Je ralentis, mais non, ça freine pas. Okay. Et ensuite, la seule chose que je me souviens, c'est je suis allongé sur le terre-plein central, la moto en vrac à côté de moi. J'ouvre un œil pendant une demi-seconde et je me dis, bon, la moto est morte. Je retombe une deuxième fois dans les pommes. Et après, je me réveille dans le camion des pompiers avec ma mère à côté de moi. Et ça devait être au moins une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et tu sais pas ce qui t'est arrivé? Tu as dû savoir après, on t'a expliqué. Alors, après, j'ai compris ce qui se m'est arrivé. Déjà, ça passera pas, c'est tout simplement parce que j'étais sur du verglas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de motos qui arrivent à freiner sur du verglas. Donc, déjà, peut-être. Même avec un anti-patinage. Déjà, peut-être que j'arrivais un poil trop vite, je veux bien le croire, hein, mais. Là, pour le coup, quand les pompiers m'ont raconté, il n'y a aucune trace de freinage. Ok. Il n'y a rien. Donc, après, sur du verglas, ça se voit peut-être pas. Et en plus, ce qui fait que moi, j'ai perdu connaissance, c'est que le panneau sur le terre-plein central qui indique dans quel sens on doit tourner, je l'ai arraché avec ma tête. Mais non. Heureusement, j'ai tapé le bord du panneau et non pas le poteau. Donc, en tapant le bord du panneau, ça a arraché le panneau. Alors que ça c'est dans l'axe. Si je l'avais pris en plein dans l'axe du poteau, je pense que je serais plus là. Et ce jour-là, j'avais mon casque intégral fermé. Comme quoi. Enfin, c'était même pas un intégral, c'était un intégral modulaire. Ouais, mais et ce jour-là, il était en intégral. Et quand j'ai vu la gueule du casque après, j'ai fait oui, celui-là, il m'a bien sauvé la vie. Donc en gros, tu freines, tu glisses et tu te barres sur le côté, taper dans le poteau. En gros, c'est ça. Donc logiquement, hein, de ce qui s'est passé, c'est je suis arrivé, ça a pas freiné du tout. Donc je suis monté sur le terre-plein central, j'ai frappé en pleine tête dans le panneau et blackout. Vache. Et voilà, et après la moto était morte. Des séquelles, J'ai quasiment pas eu de séquelles, on m'a emmené à l'hosto parce que j'étais resté sans connaissance pendant plus d'une demi-heure, donc ils voulaient faire des examens. Mais non, j'ai rien eu, j'ai juste eu un genou bien râpé. Mais à part ça, non, j'ai aucune séquelle de ça. Et c'est le seul vrai gros accident que j'ai eu. Après, ça m'est déjà arrivé de tomber pour des conneries. Et chute à l'arrêt? Chute à l'arrêt, j'ai pas le souvenir. Non, je crois pas. Mais écoute, moi non plus. Alors que c'est quand même assez fréquent en général. Je crois pas. Je me souviens des dizaines de fois être à deux doigts de me casser la gueule. Alors pareil, des risques de chute à l'arrêt. Alors ça m'est arrivé une fois de chuter à l'arrêt et c'était avec une moto qu'on m'avait prêtée. C'était la S1000 XR modèle 2023 ou 2024 que la concession BM m'avait prêté. J'avais fini le test, je remonte dessus, je vais pour enlever la béquille, et là j'étais sur un sol un peu genre terre battue, je perds l'équilibre, je fais tout ce que je peux pour la retenir. Et finalement, j'ai pas de... Donc en fait, je la pose par terre, je me relève, je la relève, et il y avait... tout petit impact, peut-être. C'était l'autocollant sur le côté qui était rayé. Ouais. Le plastique en lui-même n'était même pas bousillé, c'était juste l'autocollant. Donc, j'ai repayé un autocollant. C'était pas une Ducati? Non, c'était une BM. Il n'y a pas une Ducati où tu as vu un petit souci? Alors ça, non, c'est le capot de selle que j'ai fait tomber. Ça, c'était pas un accident. C'est un accident, mais pas le même. Voilà, je roulais même pas. Je me rappelle de ça, tu m'en avais parlé. Ok. Mais voilà, donc c'est le seul gros accident que j'ai eu, c'était avec cette 125. Donc on s'en est quand même... plutôt bien sorti par rapport au nombre d'années qu'on fait de la moto. Parce que les statistiques... Oui. Après, si je devais raconter, comme tu le disais, toutes les situations où c'est passé... oh là là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. À deux doigts, là, c'est hallucinant. Je dirais que même au bout d'un moment, quand on roule vraiment beaucoup, on s'en souvient même plus. Quoi. Oui, parce qu'on fait avec. On fait avec, c'est presque au quotidien. C'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on devient anticipant, voire suranticipant. Oui. Moi, j'ai eu des refus de priorité, même quand je passe au feu vert.
je décélère parce que j'ai peur que quelqu'un me grille le feu rouge, parce que ça m'est déjà arrivé. Et que, voilà. Puis piler avec une moto... Je pense même que sur mes vidéos, hein, certains ont déjà remarqué que parfois, il y a eu des refus de priorité, pas de ma part, hein, c'est les autres qui me refusent la priorité. Mais même dans les vidéos, je relève pas, quoi. C'est rien à foutre, je suis là. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien, tout à fait. Je vais pas comme certains me balancer, faire du road rage. Non, ça marche. Bien. Alors. La dernière question. Après, on va vous la laisser tranquille. Pourrais-tu te passer de la pratique de la moto? Alors. Pourrais-tu? Oui. Veux-tu? Non. Non, mais c'est important. Voilà, merci. Pour moi, c'était vite fait. Non, je n'ai absolument pas envie d'arrêter la moto parce que c'est... je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est une soupape, c'est un moment de liberté, c'est un moment de... Ouais, où je me sens bien, où il y a des sensations, où... Voilà, enfin c'est un plaisir. Je sais pas si c'est addictif. Il n'empêche que quand il m'arrive de ne pas avoir fait de moto depuis 2-3 jours, j'ai envie de prendre la moto pour rien, pour aucun intérêt. D'ailleurs, peut-être que la moto, par rapport à la voiture, en tout cas moi, toi peut-être aussi, je sais pas, c'est des fois prendre la moto pour rien. C'est-à-dire, j'ai pas à aller d'un point A à un point B. T'as juste envie de rouler, quoi. J'ai envie de rouler, j'ai envie de me faire plaisir. Les cas où je devrais arrêter, parce que du coup, il y a pouvoir, vouloir et devoir. Le mec, attention, il rigole pas. C'est, évidemment, si à un moment donné, j'ai un très gros problème de santé. Quand j'ai eu mes gros problèmes de dos, c'est à peu près limite pendant un moment, avec mes hernies discales. Je t'en ai déjà parlé, le moment où je serais peut-être susceptible, mais c'est encore une fois de plus une idée reçue. Tu sais où je veux en venir. Oui. C'est si un jour, il n'y a plus que des motos électriques. Voilà, je suis chiant, hein, mais pour le moment, j'y arrive pas. Mais il faudrait peut-être que j'essaye vraiment. Moi, j'entends très bien que ça doit être des sensations incroyables. C'est très on-off. Je pense que ça part très fort. Mais moi, ce que j'aime dans le plaisir de la moto, c'est la vibration, c'est l'odeur, c'est le bruit, c'est le fait que ce soit très, très vivant, tu vois. Le look aussi, parce que ces motos électriques, pour le moment, celles que je vois, me font pas trop kiffer esthétiquement. Ouais, là, je suis assez d'accord. Voilà. Donc non, là, en tout cas, aujourd'hui, ou même dans les... J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a un motard en France qui a 102 ans. Il y a un monsieur, un pépère, qui a 102 ans, qui a une BM R60, je crois, un truc comme ça, tu vois. Voilà, mais je me vois bien, si je vais jusqu'à cet âge-là, avec ma petite meule. Alors, peut-être pas un CB 1300 ou IGR 1300, c'est un peu lourd. Mais ouais, non, je me vois pas du tout arrêter la moto pour le moment, quoi. C'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Et toi? Bah, moi, un peu comme toi, c'est-à-dire que, est-ce que je pourrais, contraint et forcé, on est capable de tout, hein, on s'adapte à tout. J'ai même, pendant, je crois que ça a duré 2 ans, où je suis resté vraiment sans moto. T'as pas roulé pendant 2 ans ou t'en as fait un peu quand même, mais si t'en avais pas? Là, j'avoue, je me souviens plus. Je me souviens plus. Enfin, je sais qu'il y a eu une période où je pense que ça a duré environ 2 ans, où je n'avais plus du tout de moto. Et quand ça m'a repris, j'en ai acheté genre 3 dans la même année. Hein, mec, il a compensé. C'est un peu ça, quoi. Maintenant, des motos, j'en ai toujours. J'en ai 4. Oui, c'est ça, 4. J'ai le moto compo, donc est-ce que c'est une moto? C'est un 50 cm3. On dit rien. Donc j'ai un cyclomoteur, j'ai la Monkey, le Dax, un par jambe. C'est bon, ça. Et l'hypermotard 1100. Donc on est d'accord, il y a une moto. Voilà, bon. Mais le souci maintenant, c'est que finalement, j'ai plus énormément l'occasion de rouler seul et donc de rouler en moto. Parce que la plupart du temps, j'ai quand même des nécessités qui font que j'ai besoin un peu de rangement, j'ai besoin d'un peu de place pour transporter ne serait-ce que du matos sur des tournages. Donc tu prends plus facilement la voiture. Et donc oui, la plupart de tous mes déplacements pro, c'est 95% en bagnole. Ouais. Et vu que j'ai aussi pas mal de bagnoles, j'essaie de faire un roulement. Donc c'est les motos finalement que j'utilise le moins, mais je les utilise quand même. Est-ce que ton activité professionnelle de youtubeur t'empêche, en termes de temps, tout simplement, de pouvoir rouler autant que tu aimerais?
Non, c'est plus la météo qui m'emmerde. On est mal barré là où on est, nous, en plus. Ah, putain. Je pense que t'es au courant, hein. C'est la météo, moi, qui me rend fou, quoi. On a l'impression en Normandie, franchement, hein, je pense qu'il pleut vraiment 2 jours sur 3. Vraiment. Sur une année, il pleut tout le temps, quoi. En ce moment, c'est... Bah, c'est surtout l'année dernière, enfin l'année dernière déjà, c'était pas mal. Et cette année, là, on est en train de battre tous les records niveau pluie. C'est quasi permanent, quoi. C'est insupportable. Ouais, puis il y a les gens qui disent ouais, vous n'êtes pas des vrais motards. Enfin, c'est chiant aussi de rouler sous la flotte. Faut faire attention. On est tout trempé. Il faut qu'il y ait aussi une notion de plaisir. Bien sûr. C'est pénible. Rouler quand ça devient juste une contrainte. Ouais, aujourd'hui, hein, ici, j'aurais très bien pu venir en moto. Ça aurait juste fait que j'allais me taper aller-retour 5 heures sous la flotte. Et du vent, de fou. En plus, j'ai quand même du matériel, donc c'était prendre le risque de l'abîmer avec la flotte et tout. Non, et puis de te viander. Je suis venu en voiture, tout simplement. Et puis de te viander. Enfin, en voiture. Vous verrez tout à l'heure. Une voiture de collection de prestige, les amis. C'est la deuxième voiture de Oui Oui. La voiture est disponible en test sur ma chaîne, hein, la AutoZam AZ1. Non, j'ai roulé dedans. Enfin, j'ai roulé dedans. J'ai mouru dedans. On a essayé de te désincarcérer de la voiture. C'est impressionnant. Pour rentrer dedans, pour sortir, ah la vache. C'est un vrai karting. Par contre, les sensations sont incroyables. On est à 100, on a l'impression d'être à 150, 200. Enfin, c'est impressionnant. Non, j'ai bien kiffé. Bon, ça, c'était autre chose. Écoute, merci pour tes réponses. Mais merci pour tes questions. Et tu me dis pas merci pour mes réponses, Non, parce qu'en fait, je m'en fous, mais tellement, quoi. Moi, je suis juste venu pour le café. Ouais, d'ailleurs, il a mes clés, il fait ce qu'il veut. Une question Netflix tout à l'heure. Je vais mettre des caméras, si vous voulez voir ça, ça sera sur Mims. N'importe quoi. Bon, les enfants, enfin, je sais pas pourquoi je vous appelle les enfants, on vous dit à bientôt pour un prochain Parole de motard. Alors là, c'était un Parole de motard, voilà, autour de ces petites questions. N'hésitez pas à balancer vos commentaires, vos impressions, votre vécu par rapport à ces questions-là. Et puis, on se dit à bientôt. Ve à tous. Ve à tous. À plus.